Nous sommes en 1969 quand Charles Goldfarb, chef de projet chez IBM, décide d'encapsuler l'ancien langage script et développe un langage descriptif appelé GML ou Generalized Markup Language. Commercialisé sous le nom de DCF, Document Composition Facility, il s'agit d'un fichier spécial nommé le profile, ainsi que d'une bibliothèque de macros qui indique comment doit être interprété ce fichier. Après son départ d'IBM, Goldfarb continue son travail et développe le successeur du GML appelé le SGML, Standard Generalized Markup Language. Très vite prisé par les secteurs avec un gros volume d'informations, on parle des secteurs des études statistiques, des référentiels comme l'INSEE, le CERN ou l'INRA, donc vite prisé par les secteurs à gros volume d'informations pour sa structure simple et son application à tous les domaines, il devient en 1986 la norme ISO 8879. L'un des principes fondamentaux sur lesquels repose le SGML est la séparation complète entre la structure logique d'un document, qui est identifié par les balises insérées dans le document lui-même, et sa mise en page, qui dépend en fait du support de présentation, et qui est définie en dehors du document de ce que l'on va appeler des feuilles de style. Elles vont comprendre la police, le style, la taille des couleurs, des caractères, l'alignement, les espaces, les paragraphes. Enfin voilà, ce genre d'informations de mise en page. Nous reviendrons sur les feuilles de style un peu plus tard au cours de cette formation. Il s'agit d'un langage balisé, qui permet donc de décrire la structure d'un document indépendamment de sa visualisation, ou plus généralement, de son interprétation par une application tierce. Prenons l'exemple d'un cours d'histoire ou d'économie, enfin, peu importe. Ce cours sera structuré à peu près de la même manière. En effet, nous aurons un grand 1, puis un grand 2, un grand 3, enfin 3 gros ensembles. Et à l'intérieur de ces grands ensembles, nous aurons également des sous-parties qui elles-mêmes peuvent contenir des sous-parties. Une imbrication d'éléments. Nous disions donc, le SGML est un langage de balisage. D'ailleurs, markup signifie balise. Donc un langage de balisage qui permet de structurer des données afin qu'elles soient lisibles par des programmes de toutes sortes. Pour cela, un certain nombre de couches sont nécessaires. Tout d'abord, la définition du type de document, ou DTD, afin de définir les éléments autorisés dans le document. Puis l'instance du document, c'est-à-dire le texte réel du document défini dans la DTD. Et enfin, la synthèse du document, qui sert à préciser les principaux aspects de l'application SGML. L'une des applications les plus notables du SGML est le HTML, ou Hypertext Markup Language. On retrouve cette notion de markup, c'est-à-dire de balise. Et le HTML, c'est en fait le langage des pages web. C'est lui qui permet de mettre en forme le contenu des pages sur votre navigateur, d'inclure des ressources multimédia comme des images, des formulaires de saisie ou encore des programmes informatiques. En effet, lors des travaux du World Wide Web Consortium, organisme chargé de la standardisation
pour la compatibilité des technologies du web. En fait, en gros, l'organisme chargé de créer et de mettre en place Internet. Eh bien, lors du développement du web, c'est le SGML qui fut réutilisé, qui fut simplifié pour permettre la création de pages web. Cependant, vu que son utilisation se limitait à l'affichage via un navigateur web, les développeurs regrettaient qu'il ne soit pas possible de le personnaliser. Il fut donc décidé de tirer parti à la fois de la souplesse du SGML et de la simplicité du HTML. C'est ainsi qu'arrive, en février 1998, la première version de la recommandation XML 1.0. À vous de jouer maintenant. Récupérez le code source, modifiez-le, puis faites interpréter par votre navigateur web. À tout de suite.